Perché sur l'extrémité sud-ouest de l'éperon rocheux de Crépy, le château de Crépy-en-Valois occupe une position ostentatoire destinée à afficher la puissance des seigneurs qui l'ont occupé. Son histoire est intimement liée à la volonté, aux actes de ces seigneurs et à l'évolution de la dynastie des comtes de Crépy, qui a connu relativement tôt une scission influençant définitivement l'utilisation et le développement des bâtiments du château. La première allusion à l'existence d'un château sur le rocher de Crépy remonte vers le milieu du Xe siècle dans le récit de la translation des reliques de Saint Arnoul, où le jeune et éphémère comte Raoul II de Crépy demanda à l'abbé Constance de les y déposer dans une chapelle située au coin de son château. Examinons le tronc commun initial de la lignée des comtes de Crépy jusqu'à sa scission en deux branches distinctes, celle des comtes de Crépy d'une part et celle des comtes de Crépy-Nanteuil d'autre part. Raoul II figure dans ce tronc commun, comme son nom l'indique, en seconde place par ordre de descendance. Sa courte suzeraineté s'écoule de 935 à 943. L'architecture de son château devait probablement répondre au schéma usuel de l'époque. Les matériaux utilisés pour construire les dispositifs de défense étaient constitués principalement de bois et marginalement de pierre. Le plus souvent, le château comprenait une enceinte en bois, elle-même précédée d'un fossé accompagné d'obstacles tels que des pieux, et il comportait une motte de terre sur laquelle était bâtie une tour servant à la fois d'observatoire et d'affichage de la puissance du seigneur des lieux. Alors que l'autorité des derniers carolingiens se délitait lentement, l'insécurité permanente des populations devenait un problème majeur. Le seigneur se devait, en même temps qu'il défendait ses propres intérêts, protéger la population sous son autorité en lui offrant un lieu de refuge en cas d'attaque. Au cours du temps, ce type de construction prouva son efficacité. Gauthier II, plus connu sous le nom de Gauthier le Blanc, fut le comte appartenant au tronc commun de la dynastie des comtes de Crépy, qui dota l'éperon rocheux d'une organisation urbaine de type médiéval. En effet, dans un texte écrit en 1033 par le moine Elgaud de Fleury de l'abbaye Saint-Arnoul, on apprend que Gauthier le Blanc fit construire avec magnificence un château et une noble abbaye que le comte, selon le texte, rendit illustre à jamais. Plus tard, en 1117, Clérambault, évêque de Senlis, précise que l'abbaye fut fondée en 1008 et que les moines bénéficièrent de droits sur le bourg qui se constituait près de ces édifices. L'ensemble des éléments constitutifs d'une ville médiévale, château, abbaye et bourg, étaient en place avant 1023, date de la mort de Gauthier le Blanc, que l'on peut donc considérer comme le fondateur de la ville de Crépy. La construction avec magnificence du château dut probablement correspondre à une utilisation majoritaire de la pierre accompagnée de structures en bois. Cependant, ceci n'est pas une affirmation. Un examen critique de cet édifice, fondé sur les vestiges situés sur la partie sud-ouest la plus escarpée de l'éperon, doit permettre de la conforter ou de l'infirmer, ce que nous allons effectuer ultérieurement. Raoul III, fils de Gauthier le Blanc, ne fut pas un créateur ou un bâtisseur à l'instar de son père. Les documents de l'époque ne le mentionnent que très peu. Il épousa Alix de Nanteuil, dont la dot lui apporta la terre de Nanteuil-le-Haudouin. Pour sa succession, il partagea son domaine entre ses deux fils. Raoul IV de Crépy, l'aîné, reçut le comté du Valois avec le château de Crépy accompagné de ses tours, symbole de l'autorité comtale, et Thibaut reçut le comté de Nanteuil ainsi que ce qui est appelé le donjon ou l'auditoire du château de Crépy. Cette scission du domaine de Crépy se traduisit effectivement au cours des siècles par une coexistence pacifique entre les deux branches de la lignée, jusqu'au moment où se produisit une inclusion de chacun de ces deux sous-domaines dans le domaine royal, d'abord pour la partie castrale en 1214, du temps de Philippe Auguste, et ensuite au XVIe siècle pour la partie auditoire. Pour la suite de ce diaporama, nous appellerons auditoire, initialement appelé le donjon de Crépy, afin d'éviter toute confusion avec les tours du château, que l'on appellerait aujourd'hui le donjon. Les positions relatives du château de Crépy
et de l'abbaye Saint-Arnoul sont aujourd'hui facilement observables à l'aide d'une photo satellite où sont montrées à l'intérieur d'un ensemble castral les possessions respectives des dynasties de Crépy et de Crépy-Nanteuil. Tous ces bâtiments étaient situés à l'intérieur d'une zone réservée aux seigneurs et aux ecclésiastiques, le bourg étant à l'extérieur. Cette zone réservée s'étendait des remparts proches de la chapelle Saint-Aubin côté sud à l'église Saint-Denis côté nord. Il existe très peu de documents antérieurs au XVIIe siècle susceptibles de nous renseigner sur l'ensemble castral. C'est au XVIIe siècle en effet que la congrégation des Ursulines, désireuse d'installer un couvent à Crépy, obtient, par donation royale de 1623, le droit de propriété sur une partie de cet ensemble. À partir des plans et des actes établis lors de la donation royale, nous allons procéder à une inspection des documents en mode régressif pour essayer de reconstituer l'évolution de l'architecture du château de Crépy en la consolidant par des constats archéologiques sur le peu de vestiges antérieurs au XVIIe siècle restant encore visibles aujourd'hui. Le plan qui est actuellement présenté résulte d'une compilation de documents du XVIIe siècle et de plans du cadastre moderne effectués par Jean Mesqui. On y reconnaît le mur nord du couvent des Ursulines et sa porte d'entrée. L'extrémité ouest du mur donnant sur le chemin de la poterne Saint-Arnoul, la chapelle Saint-Aubin, l'auditoire avec un mur de soutènement faisant effet de rempart, les tours de Valois et enfin l'extrémité sud-ouest du rempart du fort dont l'entrée est assurée par les tours de Valois. Une chapelle dédiée à Saint-Nicolas, extrêmement ruinée, dont il ne reste quasiment que le mur Goutreau sud. La donation royale stipulait que le domaine dévolu aux Ursulines devait être clos par la construction d'un mur reliant le deuxième contrefort de la chapelle Saint-Aubin et le mur Gouttereau en question, ce qui fut fait. Cette construction nous apprend qu'avant le XVIIe siècle, aucune séparation n'existait entre la propriété des comtes de Crépy, le château et les tours de Valois, et celle des comtes de Crépy-Nanteuil, la chapelle Saint-Aubin et l'auditoire. Nous verrons plus loin que ce ne fut pas toujours le cas. Ainsi, l'emprise du couvent est bien marquée. Elle forme une sorte de polygone, limitée à l'ouest par un mur donnant sur le fort et à l'est par la place de la Croix du Bourg. À l'intérieur du polygone, on reconnaît les bâtiments du couvent avec le cloître et le dortoir, l'église et le chœur des Ursulines. Et plus à l'est, l'infirmerie et les salles de classe de l'école dépendant du couvent. La donation royale de 1623 aux Ursulines concernait en réalité une zone dont la surface était plus petite que ne le montre le plan du couvent, achevé dans sa plus grande extension. En effet, le côté oriental du polygone, déjà évoqué, ne faisait pas partie de cette donation. Les Ursulines reçurent à l'origine un domaine restreint où les 4 bâtiments occupés par des civils, situés sur le côté est, n'étaient pas inclus. Ces bâtiments étaient en outre séparés du couvent par une ruelle. Celle-ci menait de l'auditoire au sud, où, selon Carlier, elle rejoignait une porte souterraine hypothétique appelée la porte de Bapaume, à l'église Saint-Denis au nord. Ainsi se dessine petit à petit quelle était l'étendue du château médiéval de Crépy, car il est extrêmement probable que cette ruelle marquait la limite de la zone réservée aux seigneurs et aux ecclésiastiques. De 1632 à 1644, les Ursulines acquirent progressivement l'ensemble des bâtiments à l'est de leur possession initiale pour les intégrer dans leur couvent, et elles obtinrent dès 1632, par autorisation royale, le droit d'annexer la ruelle en question, où elles firent bâtir leur église, le chœur et leur infirmerie. Aujourd'hui, plus rien ne laisse transparaître l'existence de cette ruelle. De son côté, le mur nord du couvent, visible actuellement, résulte d'une modification par alignement du mur initial du château, afin d'inclure l'église des Ursulines dans le périmètre du couvent. Cette rectification de l'alignement s'étendit jusqu'à un mur situé sur le chemin de la poterne Saint-Arnoul, qui apparaît comme le vestige d'un bâtiment médiéval. En effet, ce mur est orné d'une niche de cette époque à double colonnette destinée à abriter une statue, ainsi qu'une cave voûtée et des pierres de taille d'angle qui témoignent de la même période.
Peut-on envisager de reconstituer les bâtiments composant le château de Crépy au Moyen Âge? L'acte de donation de 1623 indique qu'à cette période, le logement du château comprenait 3 corps d'hôtel avec chapelle, enclos de cour et jardin. Ces 3 bâtiments construits en pierre étaient alors très ruinés. Le premier d'entre eux, situé à droite de l'entrée, était couvert de tuiles et il comprenait une salle basse avec une cuisine au rez-de-chaussée et 2 chambres au-dessus accompagnées d'un grenier. Ce bâtiment peut être identifié avec celui impliqué dans la procédure d'alignement et comportant un mur nord datant du Moyen Âge. Un second bâtiment, qui peut être considéré comme le bâtiment principal, se situait au nord du château et il longeait la rue. Le troisième bâtiment se composait au rez-de-chaussée d'un fournil et d'une cuisine. Il était pourvu de 2 chambres à l'étage. À partir de notre documentation, il n'est pas possible de positionner de façon univoque ce dernier bâtiment qui aurait pu occuper 2 positions orthogonales entre elles. Quoi qu'il en soit, ces 3 bâtiments ont servi de trame pour construire le couvent des Ursulines. Vu le peu de vestiges datant du Moyen Âge et la faiblesse de la documentation écrite au XVIIe siècle, il nous paraît également impossible d'affirmer que le château, construit avec magnificence par le comte Gauthier le Blanc avant 1023, corresponde à celui dont nous avons examiné les vestiges et positionné approximativement les éléments. La question de l'architecture générale, bois ou pierre, du château primitif de Crépy reste donc posée. Quant à la chapelle dont on apprend par une requête de 1689 qu'elle fut dédiée à Saint-Nicolas, il ne subsiste que son mur gouttereau, ne présentant aucun indice architectural permettant de le dater. On remarque que l'emprise du château initial du Moyen Âge reste relativement modeste, ce qui limite la portée des textes dithyrambiques de cette époque glorifiant l'édifice, même si le mur de clôture, construit par les Ursulines vers 1623, entre la chapelle Saint-Nicolas et la chapelle Saint-Aubin, est ôté. Dès la donation royale dont elles ont bénéficié, les sœurs Ursulines ont manifesté la volonté d'étendre leurs possessions. Nous l'avons constaté à propos du côté est de leur couvent avec l'acquisition de plusieurs propriétés civiles. Du côté ouest de leur clôture, où se situaient les tours de Valois, elles demandèrent en 1678 de récupérer une zone constituée de remparts, de terrasses et l'espace contigu qui ne sert que de retraite aux libertins de la ville. On peut douter de l'argument présenté par les Ursulines, car dès 1626, un argument similaire fut employé par les pères cordeliers de Senlis, demandant un accord d'extension de leur couvent. La demande d'extension du couvent des Ursulines fut examinée pendant une période relativement longue, puisque les sœurs ne reçurent l'autorisation d'étendre leur domaine qu'en 1737, soit près de 60 ans après leur demande initiale. Le projet comprenait la modification de la partie nord-ouest des remparts, situés près des tours de Valois. Un dessin de Joachim Duvert, établi en 1611, montre la configuration des remparts au XVIIe siècle. On y reconnaît les tours de Valois et l'auditoire. À proximité des tours de Valois, les remparts présentaient une avancée entre 2 gros contreforts qui donnaient l'impression que l'ensemble constituait une sorte de fort ou de bastion. De part et d'autre de ce fort, on remarque la présence de 2 échauguettes et au nord, sur la continuation de la muraille, on aperçoit la poterne Saint-Arnoul. Les sœurs firent construire un mur bastionné englobant le mur existant ruiné, sortant donc de l'alignement de celui-ci et rejoignant la poterne Saint-Arnoul. Cet ouvrage fut à l'origine de procédures diverses avec l'abbaye Saint-Arnoul, car les maçons des Ursulines n'avaient pas hésité à prendre pour carrière de pierre le sous-sol de la propriété de l'abbaye. Par ailleurs, la position du mur de clôture lui-même, construit tardivement en 1778, fut l'objet d'une procédure car il empiétait sur le domaine privé, obligeant le chemin d'accès à la poterne Saint-Arnoul à être décalé. Avec ces grands travaux, les Ursulines disposèrent à la fin du XVIIIe siècle d'un domaine respectable qu'elles clôturèrent par la construction d'un mur entre un contrefort d'angle de l'ancienne chapelle Saint-Nicolas et les tours de Valois. L'espace situé à l'intérieur de leur dernière acquisition fut comblé et nivelé. Finalement, il ne reste que peu de vestiges médiévaux encore visibles aujourd'hui. Seuls les remparts situés au sud et les tours de Valois
semblent à première vue dater du Moyen Âge. Nous allons donc les examiner. La demande d'extension du couvent des Ursulines vers l'ouest fut accompagnée d'un certain nombre de plans qui décrivaient en détail la zone du fort et des tours de Valois. La diapositive en cours montre un plan datant du 5 août 1688 qui délimite l'étendue de la demande initiale, appelée également placée, formulée par les Ursulines en 1678. L'objet de ce plan était d'appuyer une nouvelle demande d'accroissement de la surface initiale. Sur ce plan, on peut faire les observations suivantes. Le fort s'articulait autour d'une plateforme où l'on pénétrait par une porterie à double tour encadrant un passage d'entrée. À l'intérieur du fort, la topographie était très tourmentée. La légende du plan mentionne un chemin de 5 à 6 pieds de large pour se déplacer le long de l'enclos ouest du couvent. Ce chemin était encadré par 2 fossés. L'un côté du mur d'enclos était profond d'environ 2 mètres, l'autre du côté des remparts y était décrit en substance comme de concavité et profondeur inaccessibles et dangereuses. En particulier, la zone en pointillé rouge sur le plan, où se situent les points M et N, était inaccessible. Il en résulte que les fossés de cette zone, très profonds, n'ont pas pu être mesurés. Le rempart du fort, entre les points P et Q, apparaissait comme ruiné. Une brèche était localisée entre le mur sud du fort et un contrefort médiéval du rempart de la ville, marqué par le point O sur le plan. Cette brèche était due probablement, selon Jean Mesqui, à une moindre résistance du sol à cet endroit, à la suite du comblement récent d'un ancien fossé. Par ce dernier fossé, le fort et les tours de Valois étaient isolés de l'auditoire, rendant l'ensemble difficile à investir. La plateforme ainsi parée se présente donc comme l'élément féodal majeur du château de Crépy, ayant l'aspect d'une motte semi-artificielle, encore visible à la fin du XVIIIe siècle, et dotée à une époque indéterminée d'une porterie qui joua le rôle de symbole ostentatoire de la féodalité. Aujourd'hui, le fossé qui a provoqué la brèche visible au XVIIe siècle a de nouveau été comblé et masqué par un mur de soutènement reliant le fort au contrefort du rempart de la ville. Un examen rapide de ce mur montre que ce dernier ne date manifestement pas du Moyen Âge, confirmant ainsi l'existence d'un fossé médiéval à cet endroit. Pour l'anecdote, la légende du plan indique que la géométrie du rempart du fort présente une propriété remarquable. En effet, les points O, P, Q, R et S appartiennent à un même cercle. La partie la plus ancienne du fort se situe au sud de l'ensemble castral. On y reconnaît les tours de Valois, le mur d'enceinte du fort, le fossé médiéval aujourd'hui comblé qui chemine le long du mur d'enceinte, le mur de soutènement bâti après le XVIIe siècle pour empêcher les glissements de terrain, et enfin le contrefort médiéval du rempart auquel vient se raccorder le mur de soutènement. Examinons en détail cet ensemble afin d'évaluer quelle partie date éventuellement du Moyen Âge, en particulier celle qui pourrait se rattacher au XIe et au XIIe siècle, époques qui correspondent à la création présumée du château fait de pierre comme matériau de construction de base. Concentrons notre attention sur les tours de Valois et le départ sud-ouest du mur d'enceinte du fort. La documentation historique nous apprend que les tours de Valois ont failli disparaître en 1778 lorsque les prisons de Crépy furent transférées dans le bâtiment de l'auditoire. En effet, il fut envisagé pour l'aménagement des locaux l'utilisation des tours de Valois comme source d'approvisionnement de pierre. Mais les Ursulines, toujours prêtes à se battre bec et ongles pour défendre leur domaine, même si le bâtiment en question ne leur appartenait pas, prétendirent avoir l'exclusivité des tours. La justice royale les débouta, mais elle reconnut que les tours faisaient partie intégrante des limites du domaine des Ursulines. Elle rendit donc un jugement qui donna raison aux deux parties. Elle autorisa le prélèvement de pierres seulement au-dessus d'une hauteur de 30 pieds, qui est la hauteur des tours observables actuellement. Si on se réfère aux gravures anciennes comme celle de Duvirt, on constate qu'effectivement, au début du XVIIe siècle, les tours étaient plus hautes qu'aujourd'hui. On peut estimer, sans certitude absolue, que la hauteur initiale des tours au Moyen Âge devait atteindre entre 150 et 200% de leur hauteur actuelle.
ce qui va dans le sens d'une plus grande visibilité du symbole féodal qu'elle représentait. À l'examen du bâti, on remarque la présence de saignées sur les pierres des tours de Valois et du mur d'enceinte, dénotant la présence de toits de bâtiments anciens, aujourd'hui disparus. Des trous de boulins sont également visibles. Sur le mur de l'enceinte, on observe les traces de 2 portes murées. La première est une porte piétonnière rectangulaire avec arc de décharge plein cintre surmontant un tympan. La seconde est une porte charretière, beaucoup moins visible que la première car il ne reste qu'un départ d'arc de décharge et des vestiges d'un pied droit. Du fait de son tympan sous arc, on peut estimer que la première porte date du XIIe siècle. Ces 2 portes s'ouvraient exclusivement sur l'espace de l'auditoire, car il est difficile d'imaginer qu'elles donnaient sur un chemin menant vers la campagne, étant donné les difficultés d'accès et le problème de défense que posait cette éventualité. On observe également que le mur du revers des tours de Valois et le mur d'enceinte du fort montrent 2 types de pierres d'assises. Une pierre calcaire jaunie par le temps vers le haut des murs et une autre pierre calcaire plus blanche et plus allongée vers le bas des murs. Cette caractéristique étant commune aux 2 murs, on peut admettre qu'ils firent l'objet d'une campagne de construction commune dans le but de bâtir une enceinte pour le fort. La porterie des tours de Valois fut construite peu après lors d'une seconde campagne de construction où son mur de revers fut apporté par le mur déjà existant de l'enceinte du fort. D'autre part, les tours de Valois sont pourvues de tous côtés de baies rectangulaires avec arc de décharge. Ceci témoigne d'une construction au XIIe siècle, entre 1150 et 1180, car dès cette année-là, dans les porteries philippiennes, les fenêtres furent remplacées par des archères. Au fil du temps, l'extérieur de la porterie formée par les tours de Valois fut largement modifié. En dehors du démontage des pierres sommitales des tours, ce fut le passage d'entrée de la porterie qui en fut principalement affecté. On peut, avec Jean Mesqui, distinguer 3 phases d'évolution de cette entrée. La phase initiale de construction, à la fin du XIIe siècle, une seconde phase au cours de laquelle le passage d'entrée fut pourvu d'un pont-levis à flèche, sûrement après 1363, époque d'apparition de ce type de dispositif, mais peut-être aussi vers le début du XVe siècle, sous la direction du duc Louis d'Orléans, le frère de Charles VI, et enfin, la 3e et dernière phase, relative au démontage du pont-levis, que l'on peut sans certitude situer après l'acquisition du fort par les Ursulines en 1737. C'est probablement à cette époque que le voûtement du passage d'entrée, côté extérieur, fut modifié. En fait, la porterie formait un châtelet classique à 2 tours, encadrant un couloir d'accès à la motte considérée comme la partie noble de l'ensemble. Ces 2 tours étaient complètement isolées entre elles, aucun passage de l'une à l'autre n'étant permis dans un but purement défensif. Cette pratique d'isolement d'un ensemble en sous-blocs défensifs autonomes était relativement courante au Moyen Âge. On en trouve un exemple dans la région, au château de Nel-en-Dol. La particularité de cette porterie, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, résidait dans la présence d'un couloir du côté du revers de chaque tour, qui autorisait uniquement l'accès d'une part au rez-de-chaussée et d'autre part à l'étage sur des portes donnant vers l'extérieur qui menaient aux courtines de l'enceinte du fort. En ce qui concerne la partie intérieure des tours de Valois, cet espace a été tellement modifié au cours du temps qu'il est difficile aujourd'hui de restituer son aspect du Moyen Âge. On peut néanmoins distinguer plusieurs étages dont les planchers ont été surbaissés, accompagnant les modifications du voûtement du passage d'entrée de la plateforme. La présence de fenêtres en assez grand nombre suggère que les tours ont pu servir de logis nobles. En résumé, les maigres vestiges de la partie logement du château, ainsi que les éléments de construction de la porterie et de son enceinte, concordent suffisamment pour que l'on puisse avancer une datation de la construction du château de Crépy à la fin du XIIe siècle, vers 1170. Du point de vue historique, l'époque de construction du château correspond au comtat d'Élisabeth de Vermandois, l'avant-dernière héritière de la dynastie des comtes de Crépy, et de son mari Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui créa ou remit en état les fortifications du Valois en vue d'un affrontement inévitable contre le roi Philippe Auguste qui désirait intégrer le comté dans le royaume de France. Cet affrontement tourna court du fait d'une première défaite de Philippe d'Alsace, puis de sa mort prématurée en 1190 lors de la troisième croisade
à laquelle Philippe Auguste participa également. Après cette mort, le Valois échut à Aliénor de Vermandois, qui abandonna l'idée de combat contre Philippe Auguste. Celle-ci laissa donc le château dans l'état de construction résultant des directives de Philippe d'Alsace. Entrant en possession du Valois en 1214, Philippe Auguste ne modifia pas le château qui n'entrait plus dans sa stratégie. C'est ainsi que l'on peut comprendre l'aspect ruiné, mais en réalité inachevé, de l'enceinte du fort, comme le montrent les plans des XVIIe et XVIIIe siècles. Enfin, selon Jean Mesqui, la porterie fut le seul élément jamais maçonné sur la plateforme. Il semble donc bien que le château de Crépy du comte Gauthier le Blanc, construit avant 1023 avec magnificence, s'il se situait bien sur la motte de la porterie, contenait en réalité une majorité de matériaux de construction faits de bois et très peu de pierre. Dans la deuxième partie de cette présentation, nous visiterons un ensemble castral construit près des tours de Valois par les premiers comtes de Crépy-Nanteuil. Son architecture remarquable et son organisation fonctionnelle en font un exemple unique dans le nord de la France. À bientôt.